Les voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. Livre 1, chapitre 5. L'auteur, par un stratagème très extraordinaire, s'oppose à une descente des ennemis. L'empereur lui confère un grand titre d'honneur. Des ambassadeurs arrivent de la part de l'empereur de Blefuscu pour demander la paix. Le feu prend à l'appartement de l'impératrice. L'auteur contribue beaucoup à éteindre l'incendie. L'empire de Blefuscu est une île située au nord-nord-est de Lilliput, dont elle n'est séparée que par un canal qui a 400 toises de large. Je ne l'avais pas encore vu, et sur l'avis d'une descente projetée, je me gardais bien de paraître de ce côté-là, de peur d'être découvert par quelques-uns des vaisseaux de l'ennemi. Je fis part à l'empereur d'un projet que j'avais formé depuis peu pour me rendre maître de toute la flotte des ennemis qui, selon le rapport de ceux que nous envoyons à la découverte, était dans le port. Prête à mettre à la voile au premier vent favorable. Je consultai les plus expérimentés dans la marine pour apprendre d'eux quelle était la profondeur du canal. Et ils me dirent qu'au milieu, dans la plus haute marée, il était profond de 70 glumgloufs, c'est-à-dire environ 6 pieds selon la mesure de l'Europe, et le reste de 50 glumgloufs au plus. Je m'en allai secrètement vers la côte nord-est vis-à-vis de Blefuscu, et me couchant derrière une colline, je tirai ma lunette et vis la flotte de l'ennemi composée de 50 vaisseaux de guerre et d'un grand nombre de vaisseaux de transport. M'étant ensuite retiré, je donnai ordre de fabriquer une grande quantité de câbles, les plus forts qu'on pourrait, avec des barres de fer. Les câbles devaient être environ de la grosseur d'une aiguille à tricoter. Je triplai le câble pour le rendre encore plus fort, et pour la même raison, je tortillai ensemble 3 des barres de fer et attachai à chacune un crochet. Je retournai à la côte du nord-est et, mettant bas mon justo-corps, mes souliers et mes bas, j'entrai dans la mer. Je marchai d'abord dans l'eau avec toute la vitesse que je pus, et ensuite je nageai au milieu, environ 15 toises, jusqu'à ce que j'eusse trouvé pied. J'arrivai à la flotte en moins d'une demi-heure. Les ennemis furent si frappés à mon aspect qu'ils sautèrent tous hors de leur vaisseau comme des grenouilles, et s'enfuirent à terre. Ils paraissaient être au nombre d'environ 30 000 hommes. Je pris alors mes câbles, et attachant un crochet au trou de la proue de chaque vaisseau, je passai mes câbles dans les crochets. Pendant que je travaillais, l'ennemi fit une décharge de plusieurs milliers de flèches, dont un grand nombre m'atteignirent au visage et aux mains, et qui, outre la douleur excessive qu'elles me causèrent, me troublèrent fort dans mon ouvrage. Ma plus grande appréhension était pour mes yeux, que j'aurais infailliblement perdus si je ne me fusse promptement avisé d'un expédient. J'avais dans un de mes goussets une paire de lunettes que je tirai et attachai à mon nez aussi fortement que je pus. Armé de cette façon, comme d'une espèce de casque, je poursuivis mon travail en dépit de la grêle continuelle de flèches qui tombaient sur moi. Ayant placé tous les crochets, je commençai à tirer, mais ce fut inutilement. Tous les vaisseaux étaient à l'ancre. Je coupai alors avec mon couteau tous les câbles auxquels étaient attachées les ancres, ce qu'ayant achevé en peu de temps, je tirai aisément 50 des Plus gros vaisseaux. et les entraînai avec moi. Les Blefuscudiens, qui n'avaient point d'idée de ce que je projetais, furent également surpris et confus. Ils m'avaient vu couper les câbles et avaient cru que mon dessein n'était que de les laisser flotter au gré du vent et de la marée et de les faire heurter l'un contre l'autre. Mais quand ils me virent entraîner toute la flotte à la fois,
Ils jetèrent des cris de rage et de désespoir. Ayant marché quelque temps, et me trouvant hors de la portée des traits, je m'arrêtai un peu pour tirer toutes les flèches qui s'étaient attachées à mon visage et à mes mains. Puis, conduisant ma prise, je tâchai de me rendre au port impérial de Lilliput. L'empereur, avec toute sa cour, était sur le bord de la mer, attendant le succès de mon entreprise. Il voyait de loin avancer une flotte sous la forme d'un grand croissant, mais comme j'étais dans l'eau jusqu'au cou, il ne s'apercevait pas que c'était moi qui la conduisais vers eux. L'empereur crut donc que j'avais péri et que la flotte ennemie s'approchait pour faire une descente. Mais ces craintes furent bientôt dissipées, car, ayant pris pied, on me vit à la tête de tous les vaisseaux, et l'on m'entendit crier d'une voix forte « Vive le très puissant empereur de Lilliput !» Ce prince, à mon arrivée, me donna des louanges infinies, et sur-le-champ me créa Nardak, qui est le plus haut titre d'honneur parmi eux. Sa Majesté me pria de prendre des mesures pour amener dans ses ports tous les autres vaisseaux de l'ennemi. L'ambition de ce prince ne lui faisait prétendre rien moins que de se rendre maître de tout l'empire de Blefuscu, de le réduire en province de son empire et de le faire gouverner par un vice-roi, de faire périr tous les exilés gros-boutiens et de contraindre tous ces peuples à casser les œufs par le petit bout, ce qui leur aurait fait parvenir à la monarchie universelle. Mais je tâchai de le détourner de ce dessein par plusieurs raisonnements fondés sur la politique et sur la justice. Et je protestai hautement que je ne serais jamais l'instrument dont il se servirait pour opprimer la liberté d'un peuple libre, noble et courageux. Quand on eut délibéré sur cette affaire dans le conseil, la plus saine partie fut de mon avis. Cette déclaration ouverte et hardie était si opposée au projet et à la politique de Sa Majesté impériale qu'il était difficile qu'elle pût me le pardonner. Elle en parla dans le conseil d'une manière très artificieuse, et mes ennemis secrets s'en prévalurent pour me perdre. Tant il est vrai que les services les plus importants rendus aux souverains sont bien peu de choses lorsqu'ils sont suivis du refus de servir aveuglément leur passion. Environ 3 semaines après mon expédition éclatante, il arriva une ambassade solennelle de Blefuscu avec des propositions de paix. Le traité fut bientôt conclu à des conditions très avantageuses pour l'empereur. L'ambassade était composée de 6 seigneurs avec une suite de 500 personnes, et l'on peut dire que leur entrée fut conforme à la grandeur de leur maître et à l'importance de leurs négociations. Après la conclusion du traité, leurs excellences, étant avertis secrètement des bons offices que j'avais rendus à leur nation par la manière dont j'avais parlé à l'empereur, me rendirent une visite en cérémonie. Ils commencèrent par me faire beaucoup de compliments sur ma valeur et sur ma générosité, et m'invitèrent, au nom de leur maître, à passer dans son royaume. Je les remerciai et les priai de me faire l'honneur de présenter mes très humbles respects à Sa Majesté Blefuscudienne, dont les vertus éclatantes étaient répandues par tout l'univers. Je promis de me rendre auprès de sa personne royale avant que de retourner dans mon pays. Peu de jours après, je demandai à l'empereur la permission de faire mes compliments au grand roi de Blefuscu. Il me répondit froidement qu'il le voulait bien. J'ai oublié de dire que les ambassadeurs m'avaient parlé avec le secours d'un interprète. Les langues des deux empires sont très différentes l'une de l'autre. Chacune des deux nations vante l'antiquité, la beauté et la force de sa langue et méprise l'autre. Cependant, l'empereur, fier de l'avantage qu'il avait remporté sur les Blefuscudiens par la prise de leur flotte, obligea les ambassadeurs à présenter leurs lettres de créance et à faire leur harangue dans la langue lilliputienne,
Et il faut avouer qu'à raison du trafic et du commerce qui est entre les deux royaumes, de la réception réciproque des exilés, et de l'usage où sont les Lilliputiens d'envoyer leur jeune noblesse dans le Blefuscu, afin de s'y polir et d'y apprendre les exercices, il y a très peu de personnes de distinction dans l'empire de Lilliput, et encore moins de négociants ou de matelots dans les places maritimes qui ne parlent les deux langues. J'eus alors l'occasion de rendre à Sa Majesté impériale un service très signalé. Je fus un jour éveillé sur le minuit par les cris d'une foule de peuple assemblée à la porte de mon hôtel. J'entendis le mot Bourgoum répété plusieurs fois. Quelques-uns de la cour de l'empereur, s'ouvrant un passage à travers la foule, me prièrent de venir incessamment au palais, où l'appartement de l'impératrice était en feu par la faute d'une de ses dames d'honneur qui s'était endormie en lisant un poème blefuscudien. Je me levai à l'instant et me transportai au palais avec assez de peine, sans néanmoins fouler personne aux pieds. Je trouvai qu'on avait déjà appliqué des échelles aux murailles de l'appartement, et qu'on était bien fourni de seaux. mais l'eau était assez éloignée. Ces seaux étaient environ de la grosseur d'un dé à coudre, et le pauvre peuple en fournissait avec toute la diligence qu'il pouvait. L'incendie commençait à croître, et un palais si magnifique aurait été infailliblement réduit en cendres si, par une présence d'esprit peu ordinaire, je ne me fusse tout à coup avisé d'un expédient. Le soir précédent, j'avais bu en grande abondance d'un vin blanc appelé Glimigrim, qui vient d'une province de Blefuscu et qui est très diurétique. Je me mis donc à uriner en si grande abondance, et j'appliquai l'eau si à propos et si adroitement aux endroits convenables, qu'en 3 minutes le feu fut tout à fait éteint, et que le reste de ce superbe édifice, qui avait coûté des sommes immenses, fut préservé d'un fatal embrasement. J'ignorais si l'empereur me saurait gré du service que je venais de lui rendre, car par les lois fondamentales de l'Empire, c'était un crime capital et digne de mort de faire de l'eau dans l'étendue du palais impérial. Mais je fus rassuré lorsque j'appris que Sa Majesté avait donné ordre au grand juge de m'expédier des lettres de grâce. Mais on m'apprit que l'impératrice, concevant la plus grande horreur de ce que je venais de faire, s'était transportée au côté le plus éloigné de la cour et qu'elle était déterminée à ne jamais loger dans des appartements que j'avais osé souiller par une action malhonnête et impudente. Fin du chapitre 5.